Hey hey guys, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Charline et je vous souhaite officiellement la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Avant toute chose, bonne année you guys, bonne année 2021. Bonne année 2022, j'arrive pas à croire qu'on soit en 2022. Un an de plus sur Terre, merci Seigneur. Merci beaucoup de me prêter encore un an de souffle de vie. Et j'espère que tu me prêteras encore plus d'années de souffle de vie sur Terre. Et guys, je vous souhaite que le meilleur dans votre vie pour cette nouvelle année. J'espère que vous avez atteint vos objectifs l'année précédente. Et j'espère que vos objectifs de cette année, vous allez les atteindre. Je vous souhaite une santé de fer. Je vous souhaite l'amour pour ceux qui cherchent l'amour. Je vous souhaite le bonheur. Bref, je vous souhaite que vous obteniez tout ce que vous désirez sur cette terre. J'ai pas pu faire une vidéo rétrospective de mon année 2021, mais une chose est sûre, c'est que je suis grateful, c'est-à-dire que je suis reconnaissante. Reconnaissante parce que je vous ai eu vous. Vous imaginez même pas, mais en janvier 2021, on n'était même pas encore 1000 abonnés, il me semble. On était entre 500 et 700. Et là, en janvier 2022, on est presque 16 000 guys, et pour ça, je vous serai toujours reconnaissante. Et j'espère que l'année prochaine, on sera le triple du nombre qu'on est aujourd'hui, ou voire même le quintuple. Ça, l'avenir nous le dira, mais en tout cas, à tous ceux qui m'ont accompagné dès le début de ma chaîne jusqu'à maintenant, merci, merci, merci. Dieu vous le rendra au centuple. Si je devais faire une rétrospective, je ne peux qu'être reconnaissante parce que j'ai fait de belles rencontres. J'en ai fait des moins bonnes aussi, mais la vie me les a vite écartées parce que la vie, le Tout-Puissant, peu importe la force qui est là-haut, là, qui nous protège à tous, qui veille sur nous, a écarté ça vite de mon chemin. Et j'ai atteint pas mal d'objectifs en 2021 et je souhaite que pour cette année, ça va être encore mieux. Je vous souhaite la même chose, you guys. Bon, bref, j'ai posé un sticker sur l'onglet communauté YouTube et je vous ai demandé ce que vous voulez pour aujourd'hui, donc dimanche. Vous aimez rigoler avec moi, you guys. Franchement, je vous ai demandé de me proposer une vidéo. Donc, j'ai proposé une FAQ en live. Visiblement, vous voulez vraiment pas me voir en live. Je vous ai demandé si vous vouliez plutôt une sorte de grand bêtisier de tous mes flops, c'est-à-dire, voilà quoi, hors montage en fait. Comment je vous montre un peu l'envers du décor quand je filme avec mes flops, etc. Vous n'avez pas voulu. Ce que vous voulez, ce sont les traits d'horreur. Guys, enfin, c'est pas que c'est compliqué à faire, mais j'ai ma manière, j'ai une méthode d'aborder les threads horreur par rapport à chaque région ou chaque pays. Et là, vous avez été nombreux à me demander des threads horreur par rapport à l'Afrique de l'Ouest. Je veux le faire, mais le truc, c'est que j'ai envie de l'aborder comme je l'ai fait avec les pays du Maghreb. C'est-à-dire voir un peu le contexte socio-culturel du pays, l'histoire du pays, qu'est-ce qu'il y avait comme croyance avant d'entrer dans la partie sombre, c'est-à-dire avoir vraiment une vision globale d'ensemble pour qu'on puisse tous comprendre comment ça fonctionne. Mais vous êtes tellement impatients que je me suis dit, je vais couper la poire en deux. Aujourd'hui, je vais vous raconter 6 petites anecdotes qu'une abonnée à moi m'a envoyées. Donc, elle est originaire de Guinée-Conakry. Je te fais de gros bisous et merci pour ton témoignage. Donc c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Juste pour les petits impatients là qui n'arrivent pas à attendre, le temps que je puisse me préparer à faire les recherches pour le dossier le plus conséquent. Mais bon, trêve de blabla et maintenant, générique. Écoutez-moi, écoutez tous. Il est beau mon pull, hein, c'est mon cadeau de Noël de la part de ma belle-sœur et son chéri, donc si vous passez par là, je vous fais plein de bisous et encore merci pour le pull, je l'adore. Bon, c'est parti, j'arrête de blablater. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Je suis tellement surexcitée. Ah. Mais bon, on se calme parce que là, nous allons parler de choses sérieuse et flippante. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne et qui savent pas comment je raconte les histoires, en fait, je parle comme si j'étais la personne qui a confié l'histoire. Donc, je parle à la première personne du singulier. Donc, j'espère que ça vous plaît comme manière de faire. Et comme je tiens à préserver l'anonymat de mes abonnés, pour ceux qui souhaitent rester dans l'anonymat, je leur donne des prénoms, des surnoms, des prénoms fictifs.
Donc, je vais l'appeler Mariama. J'aime bien Mariama. Je vais l'appeler Mariama. J'ai au moins 6 histoires à vous raconter, donc c'est parti. Je suis née à Conakry, dans la capitale. Après quelques mois, mon père a décidé de construire une maison, une grande maison. C'était une sorte de manoir de famille. On a déménagé avec ma mère, mon père, mon grand frère, qui avait 5 ans. La maison était dans une forêt, un peu éloignée de la civilisation, donc en retrait de la ville. Mais on avait quand même 3 voisins qui vivaient à proximité de notre manoir. Les premiers étaient un couple normal, donc un policier et sa femme. Les deuxièmes étaient un couple de vieilles personnes, un vieux boulanger. Et les derniers, c'était une famille... tout ce qu'il y a de plus normal, avec un vieux. Lui, il était toujours assis, je ne l'ai jamais vu debout en fait. C'était comme s'il était paralysé, je ne sais pas, mais en tout cas, il était tout le temps assis. Après notre déménagement, des tantes à moi, ainsi que des cousines et les sœurs de ma mère nous ont rejoints. Donc c'était devenu une grande famille. Donc vous savez, en Afrique, voilà, on vit tous un peu en communauté, c'est toujours des familles un peu grandes, vous voyez. Donc quand j'ai commencé à parler, c'est là que les problèmes ont commencé. Quand je jouais, je parlais toute seule, souvent. C'est comme si je parlais à quelqu'un, je rigolais avec lui et tout. Parfois, ma grand-mère venait me voir parce qu'elle comprenait pas en fait. Elle me voyait parler avec quelqu'un ou quelque chose et elle ne comprenait pas. Quand elle venait me voir, j'étais toute seule. Ça m'arrivait aussi de pleurer toute seule. Sans raison, sans aucune raison, j'étais là et je pleurais. Et après avoir pleuré, tout d'un coup, je me mettais à rire toute seule encore. Et à l'âge de 4 ans, je dormais dans la chambre de mes parents. Il faut savoir que j'étais un sac à maladie, c'est-à-dire que je tombais malade souvent. Durant toute mon enfance, j'étais souvent malade, surtout la nuit. La journée, tout allait bien, j'étais normale, mais le soir, à chaque fois, j'avais 42 de fièvre. Donc ma mère, elle avait pour habitude de mettre une serviette qu'elle a trempée dans de l'eau un peu tiède ou de l'eau froide et qu'elle me mettait sur moi en fait. Je dormais sur cette serviette pour essayer de baisser la température que j'avais. Elle répétait ce processus en fait plusieurs fois dans la nuit jusqu'au matin. Et pendant longtemps, elle faisait ça. Et comme je venais de vous le dire, le matin, c'était comme si il ne s'était rien passé durant la nuit. Un jour, j'ai commencé à ressentir une sorte de présence sous le lit de mes parents. Donc comme si quelqu'un était là, mais c'était quelqu'un de mort. C'était pas une personne vivante en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais à l'âge de 4 ans déjà, j'étais pas censée ressentir ça et c'est ce que je ressentais. Je ressentais l'âme d'une personne qui ne faisait plus partie de ce monde. Et quand je partais à l'école, j'avais l'impression que cette personne que je ressentais sous le lit de mes parents m'accompagnait jusqu'à l'école. Genre, il me suivait et m'attendait jusqu'à la fin des cours pour ensuite me raccompagner à la maison. Comme un esprit bienveillant envers moi. C'était un homme, jeune et grand. Il était toujours immobile. Je ne le voyais pas, mais je le ressentais. Ça a duré des années. Après, ça a disparu au fil du temps. Concernant ce que je vous ai raconté précédemment, comme quoi je discutais avec quelqu'un, rigolais et tout ça, pleurais, or qu'il y avait personne quand ma grand-mère a vérifié et tout, c'était une sorte d'ami imaginaire. C'est ma mère qui me l'a dit en fait. En me voyant comme ça, je les faisais peur parfois. Mais pour moi en fait, je pense maintenant, avec du recul, c'est que le fait qu'il y ait beaucoup d'enfants chez moi, vu qu'on était une grande famille, comme la plupart des familles africaines, c'est comme ça. Le fait qu'il y ait beaucoup d'enfants à la maison, en fait, ça voulait pas dire pour moi, en fait, que je me sentais entourée. Au contraire, je me sentais vraiment seule et différente des autres. Donc je me suis inventé une amie. Mais j'ai aussi envie de vous raconter une autre histoire, toujours dans la première anecdote, bien sûr. Quand j'étais encore petite, ma mère avait eu une autre fille, donc ma sœur, mais j'ai dit à mes parents que je ne voulais pas d'elle. Et même pas une semaine après, elle était partie. Elle était morte. Je m'en suis beaucoup voulu. Je m'en suis toujours voulu d'ailleurs. Mais ma mère m'a dit que quand elle était encore enceinte d'elle, elle avait toujours ses règles, donc ma mère, tout en étant enceinte, et le bébé n'avait pas assez de sang. Donc de toute façon, en fait, il n'était pas viable. Donc en entendant ça, je m'en veux moins, mais il n'empêche que je m'en veux toujours d'avoir sorti ces mots-là parce que j'ai l'impression que c'est à cause de moi que ma sœur ne fait plus partie de ce monde. Maintenant, pour la deuxième anecdote, elle s'est passée alors que je voyais encore mon ami imaginaire et j'avais précisément 5 ans lorsque cette histoire s'était passée. Donc ma grand-mère, en fait, a demandé à ma mère
de me garder pour que ma mère puisse se reposer un peu. Vu que, comme je vous l'ai dit, je tombais souvent malade. Tous les soirs, j'étais malade, j'avais des fièvres, etc. Donc, pour que ma mère puisse se reposer un peu, ma grand-mère lui a proposé de la relayer pour me garder. Cette nuit-là, quand ma grand-mère a décidé de prendre le relais, je dormais avec tout le monde. Donc, toutes les tantes, cousines, grandes sœurs, etc. De là, on entend un bruit. C'était des bruits de pas sur le toit. Faut savoir que le toit était en tôle. Je ne sais pas si vous connaissez. En tout cas, en Afrique, c'est assez courant. On a des toits en tôle, en fait. Donc, il y a juste le toit et souvent, il n'y a même pas le plafond. Il y a juste le toit en tôle. En été, quand le soleil tape, je peux vous dire qu'à l'intérieur, il fait très, très chaud. Donc, on a entendu des pas. C'était des pas très lents, mais bien audibles. C'est-à-dire qu'on entendait chaque bruit de pas. On a essayé d'ignorer, mais ma mère, en fait, elle s'est réveillée en paniquant, en criant, elle a crié. Et cette nuit-là, en fait, mon père, il n'était pas là. Il était tellement occupé avec son travail qu'il était absent. Et c'est d'ailleurs pour ça que ma grand-mère s'est proposée pour relayer ma mère quant à ma surveillance par rapport à ma fièvre, etc. Donc ma grand-mère se réveille. Elle sort de la chambre en courant pour aller voir ma mère. Quelque temps après, ma grand-mère revient nous chercher tous dans la chambre. Donc toutes les cousines, tantes, etc. pour nous dire d'aller dans la chambre de ma mère et de nous enfermer donc là-dedans à double tour. Et quand elles ont fermé la porte, en fait, on a entendu des bruits de pattes dans le salon. Puis la poignée s'est mise à tourner. Donc la poignée de la porte dans laquelle on était, de la chambre dans laquelle on était enfermé, elle s'est mise à tourner. Et 5 minutes après, la personne ou la chose est repartie quand elle a vu que c'était fermé en fait. Le lendemain, ma mère est allée voir les voisins pour leur raconter ce qui s'était passé. Souvenez-vous, je vous ai dit qu'il y avait que 3 voisins aux alentours, donc le policier, il a décidé de nous avouer la vérité, comme quoi notre maison en fait était construite sous un ancien cimetière. Mais bon, mes parents n'ont pas voulu déménager à cause de ça. Et le vieux de l'autre famille, donc notre autre voisin, celui que je n'ai jamais vu debout, a dit à ma mère, a conseillé à ma mère de poser un balai devant notre porte. Mais chez nous, en fait, en Guinée, Conakry, quand on nous demande de poser ça devant le pas de notre porte, il faut le poser à l'envers, sauf que le vieux, il nous a dit de le poser à la normale. Il fallait en fait qu'on fasse l'inverse, mais on ne le savait pas. Le soir venu, la même chose est arrivée. Des pas sur le toit, l'insomnie, la peur, comme si quelqu'un nous touchait. Et donc ma grand-mère et ma tante, elles sont sorties. Et elles ont vu un chat descendre du toit. Elles étaient tellement en colère qu'elles s'étaient mises à insulter, mais vraiment fort. Des insultes qu'on ne peut pas écouter, vraiment des insultes, faut y aller quoi. Et ma tante, elle a cogné le chat à la patte. Et elles sont rentrées dans notre maison. Et cette nuit-là, on a tellement bien dormi. Il ne s'est plus rien passé de vraiment chelou. Rien du tout en fait, rien de bizarre. Donc le lendemain, on se réveille et tout, on sort, et là on voit la femme du boulanger, de notre autre voisin qui était boulanger. Elle raconte à ma tante et à ma grand-mère comme quoi le vieux qui était toujours assis avait un bandage au pied et que c'était un sorcier. Mais elle avait peur en fait de nous dire cette information, elle avait peur d'avoir des problèmes. Donc pour éviter les problèmes, elle a préféré taire ces informations. Et après quelques temps, en fait, le vieux et sa famille ont décidé de déménager. Ils ont déménagé vers la ville. Pour finir cette deuxième partie de mes anecdotes, il faut savoir qu'en Guinée, les sorciers ils prennent souvent la forme des animaux, et surtout les chats, la nuit, pour tourmenter les autres. Et que lorsqu'on les insulte vraiment très fort, c'était insupportable pour eux. Maintenant, passons à la troisième anecdote. Cette troisième anecdote, elle est assez courte. Mais à mes 7-8 ans à peu près, je suis allée dans mon village natal pour l'enterrement de mes grands-parents. Arrivé au village, quelques jours après, un vieil homme nous a lavé dans une sorte de mixture à base de plantes et d'eau. Et après, il nous a mis un fil autour de la hanche. C'était fait à base de fibres de plantes. Il nous a ensuite dit de ne jamais l'enlever, mais dans mon cas, c'était tombé tout seul. Mais moi, je ne savais pas en fait pourquoi il nous a demandé de ne jamais l'enlever. C'est plus tard, à l'âge adulte, que ma mère m'a expliqué à quoi ça rimait tout ça en fait. C'était pour éviter d'être hanté la nuit, tout simplement. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a des sorciers qui kidnappent ou tuent des enfants pour des sacrifices. Les sacrifices
rituel. Donc voilà pour la 3e anecdote et nous allons passer à la 4e. Donc pour cette 4e anecdote, j'avais encore 8 ans et j'étais retournée chez moi après l'enterrement de mes grands-parents. Et comme on habitait dans ce manoir qui était très grand, la parcelle elle était très grande donc il fallait souvent enlever les feuilles mortes, les mauvaises herbes. Et pendant qu'on balayait dehors, j'ai vu le creux d'un arbre. Donc une sorte de souche d'arbre coupée, c'était rempli de feuilles mortes. Donc moi j'ai directement pris la souche d'arbre avec les mains, comme ça pour la mettre avec les feuilles mortes de côté. Mais ma tante m'a vue, elle m'a directement demandé de poser ça par terre. Donc j'ai eu peur et j'ai lâché la souche d'arbre. Et après elle a appelé mon oncle pour venir voir en fait la souche. Et vous savez ce qu'il y avait dans les feuilles? Il y avait un serpent. Moi je suis reptilophobe you guys. Mais un truc de dingue, moi franchement. Si je tombe sur ça, je crois que je tombe dans les pommes. En tout cas, je continue. Donc, quand ils ont vu ce serpent, ma tante et mon oncle voulaient le tuer, mais les voisins qui nous ont vendu cette parcelle de terrain ont dit qu'il fallait pas le faire, il fallait pas le tuer et tout. Mais ma tante, elle n'aime pas recevoir des ordres d'autres personnes, donc elle a quand même frappé sur la tête du serpent. Et le serpent, il a quand même réussi à s'échapper en fait. Donc il s'est échappé. Et donc le lendemain, notre voisin, donc l'homme, il n'est pas sorti de chez lui. Tout d'un coup, on voit la femme du voisin qui n'avait pas pour habitude en fait de venir dans notre quartier, notre village. Elle est venue, donc elle est passée devant chez nous et ma tante trouvait ça bizarre, donc elle a demandé pourquoi est-ce qu'elle était venue nous voir, parce qu'elle n'aimait vraiment pas rester là-bas. Elle préférait rester en ville. Et c'est là qu'elle a dit que apparemment notre voisin, il ne se sentait pas bien, il avait mal à la tête, qu'il avait très mal à la tête et qu'il a appelé donc sa femme pour rester à ses côtés, pour veiller sur lui. Après quelque temps, il est allé mieux, mais il ne nous parlait plus. Donc je vous laisse deviner qui est-ce que ma tante avait frappé en fait. C'était sûrement le voisin. Maintenant, passons à la 5e anecdote. Donc quand j'étais en première année, je ne sais pas quel est l'équivalent chez vous, mais c'est 4 ans avant les collèges. Donc désolée, je n'ai pas eu le temps, guys, de fouiller vu que vous êtes tellement impatients d'entendre les histoires que je ne sais pas comment ça fonctionne le système éducatif en Guinée-Conakry, mais pour ceux qui savent, n'hésitez surtout pas en commentaire pour qu'on sache. Donc quand j'étais en première année, je voyais des filles courir partout. Et les gens les rattrapaient et jetaient sur elles en fait une sorte de mixture. Au début, j'étais assez, intriguée et je ne comprenais pas ce qui arrivait en fait. Mais à force en fait, on se rendait compte, je me suis rendu compte en tout cas que c'était quelque chose de commun. À l'école, ça arrivait souvent. Et mon frère en fait, un jour m'avait dit que c'était le diable qui prenait possession de leur corps. Une fois au collège, j'avais 12 ans et vers 13h comme ça, on a entendu des cris. C'était une fille d'une autre classe qui était possédée. Elle avait mis un coup sur la table, elle avait cassé la table. Or que c'était une jeune fille qui avait à peu près mon âge, elle a cassé la table en 2. 6 hommes l'ont prise pour la maîtriser et elle se débattait mais d'une force. Et nous à l'époque ça nous faisait rigoler. Que voulez-vous que je vous dise, on était des enfants. Mais même pas 2 minutes après nous être moqués de cette fille qui a réussi à casser une table en 2, tout d'un coup, il y a une autre fille, en fait, qui est sortie de sa classe en courant et en hurlant. Elle est montée sur le mur de la cour de l'école qui faisait 3 mètres de long. Ce jour-là, en fait, plus d'une trentaine de filles ont eu la même réaction. C'était le bazar complet à l'école. Au moins 5 filles de notre classe, vous vous rendez compte? Une trentaine de filles de cette école qui étaient possédées. L'eau qu'on les versait, en fait, c'était de l'eau normale, mélangée avec de l'huile d'ail. Et cet après-midi-là, en fait, des rumeurs ont commencé à circuler partout dans l'école, comme quoi un diable avait perdu son enfant et que tout le monde, en fait, doit porter à son poignet un fil rouge pour les semaines à venir, en tout cas à l'époque. Il faut savoir que souvent, le jeudi et le vendredi, c'était les jours entre guillemets fastes où beaucoup de filles tombaient, criaient, etc. Je ne savais pas pourquoi, mais ça se passait toujours à ces jours-là. Et apparemment, en fait, quand une fille trouvait de l'or par terre dans la poussière, ou voilà quoi, dans la rue et tout, qu'elle ramasse quelque chose de très brillant, ça peut être un bijou quelconque, boucle d'oreille, bague, collier, etc. C'est là en fait que le diable la suivait.
Une de mes voisines qui avait piqué ces crises-là m'a dit qu'en fait, elle avait trouvé un bracelet en or dans une rivière. Et c'est quand elle a ramassé ce bracelet en or dans la rivière qu'elle a commencé à piquer des crises. C'était une rivière en fait qui avait la réputation d'être habitée par des diables. Il est 1h30 du matin, je suis toute seule, je raconte ça, mais je suis une grosse tarée. Mais bon, je continue l'histoire. J'arrive bientôt à la fin d'ailleurs. Ce qu'il faut savoir de cette rivière qui est réputée en fait d'être habitée par plusieurs diables en fait, c'est que beaucoup de filles allaient dans cette rivière pour laver leur linge. Donc elle était plus touchée. Et nous allons passer à la 6e et dernière anecdote. Donc pour la dernière histoire, il s'agit d'une fille que ma mère a recueillie. C'est pas vraiment une cousine à moi, mais bon en Afrique c'est comme ça. Quand on est élevé tout ensemble, qu'on ait le même sang ou pas, ben on est cousine ou sœur. C'est une fille de 12 ans qui avait été confiée à ma mère pour l'élever comme sa fille, et ça se fait souvent en Afrique. Elle a grandi et elle a fait des études avec nous. Pareil, on a grandi tout ensemble, on a fait pas les mêmes études, mais on a fait nos études, etc. Au moment où je vous raconte cette histoire, elle a actuellement 26-27 ans. À ses 22 ans, elle était toujours célibataire. Donc un jour, elle est revenue de l'église et a commencé à rigoler et à être hyper agressive envers tout le monde en fait. Et personne ne comprenait pourquoi. Ma mère a commencé à lui parler pour essayer de comprendre ce qui n'allait pas, mais elle s'était mise à l'insulter. Et je peux vous dire que ce n'était que le début du cauchemar. Elle était devenue limite folle. Elle ne voulait pas voir des filles autour d'elle. Elle voulait que des garçons autour d'elle en fait. C'était mon oncle qui l'emmenait voir des guérisseurs pour tenter de la guérir de son mal. Et c'est là que le guérisseur nous a avoué, nous a dit qu'en fait elle était allée voir un sorcier pour avoir des hommes à ses pieds. Ça a marché sauf que à la veille de Noël, elle était partie à l'église et c'est là que ça a dérapé. Donc elle était partie à l'église avec une grande cousine à nous et arrivée à l'église en fait elle avait commencé à se frotter à chaque homme qu'elle voyait et notre grande cousine lui a dit d'arrêter sauf que elle ne l'écoutait pas. Et c'est là que notre grande cousine en fait a remarqué qu'elle n'écoutait que les hommes. Donc comme elle n'écoutait que des hommes, elle a demandé à un homme qu'elle a vu à l'église de dire à notre cousine qui commençait à être possédée d'arrêter ce qu'elle faisait et qu'il fallait qu'elle rentre. Et c'est là qu'elle a accepté de rentrer. Donc à partir de là, elle dormait dans une chambre isolée du reste de la famille. Et donc nous toutes, on dormait dans la chambre de ma mère, à l'écart de notre cousine là, parce qu'en fait la nuit, elle passait son temps à hurler et à faire des cris d'animaux très bizarres. C'était vraiment glauque en fait. Et en plus, elle ne voulait surtout pas que les femmes l'approchent. Elle tapait sur n'importe quelle femme qui osait l'approcher. Et en voyant que ça n'allait pas, un mois après cette crise, ma tante, elle a décidé de l'emmener au village pour pouvoir la soigner. Quelque temps après, ils ont dit que ça s'est un peu calmé, qu'elle allait mieux, qu'elle avait arrêté ses crises, mais elle a vraiment changé en fait. Et elle pense, et elle le dit même, que toutes les femmes étaient contre elle et que toutes ces femmes voulaient essayer de retirer tous les hommes d'elle, en fait, de son chemin. Donc, quand il n'y avait pas des femmes autour d'elle, elle était calme, mais dès qu'il y avait beaucoup de femmes, elle recommençait à être bizarre, en fait. Maintenant, ça s'est un peu calmé. Elle a rencontré quelqu'un, malgré le fait qu'elle soit malade, elle a rencontré un homme, elle a eu un fils, mais malheureusement, son fils n'a pas survécu. Et actuellement, elle vit avec sa grand-mère au village et elle va beaucoup mieux, comme je vous l'ai dit. Elle est juste calme, pas de crise, elle ne parle plus trop à qui que ce soit, elle n'agresse plus, mais elle n'est plus comme avant. Désolée du terme, mais c'était comme si c'était un légume. On voyait qu'il n'y avait plus d'âme en elle, son regard était vide. Elle est juste là, elle ne réagit à rien du tout, mais malgré tout ça, elle respire. Donc voilà mes 6 anecdotes paranormaux et de sorciers et autres. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous souhaite une bonne continuation et merci de m'avoir écouté. Waouh! Donc merci à toi Mariama pour ces anecdotes. Vraiment glauques et creepy et flippant. Il y a quelques passages qui me rappellent un peu ce qui se passe dans mon pays. Comme j'ai pas eu le temps encore une fois de fouiller ce qui se passe en Guinée et en Afrique de l'Ouest, je vais essayer de faire le parallèle avec mon pays pour tenter un peu d'expliquer avec ma compréhension et par rapport à ce que j'ai vu
dans mon pays. Donc tout d'abord, la première histoire, donc la première anecdote par rapport au monsieur qui te suivait là, quand tu avais 4 ans. Comme les voisins ont avoué que vous avez construit votre maison sous un ancien cimetière, c'est assez commun. Souvenez-vous, dans une ancienne vidéo où je parle des sortilèges de Madagascar, à Madagascar, avant de construire sur un terrain, avant d'acheter un terrain, en tout cas avant de construire, avant la construction, on fait une sorte de prière à Dieu, aux ancêtres et surtout aux propriétaires de terrain, avant de faire quoi que ce soit pour éviter justement de les fâcher, pour éviter les problèmes, pour éviter que les enfants soient hantés, parce que ces choses-là aiment bien les enfants, parce que l'âme des enfants, c'est une âme pure, innocente, donc ils aiment bien ça et ils aiment bien te coller. Donc a priori, moi je pense que le jeune homme là, il t'aimait bien, il aimait bien te coller parce que il était attiré par ta lumière de petite fille innocente, c'est pour ça qu'il te collait. Donc j'espère qu'après ça, ta mère, elle a fait des protections autour de toi. C'est peut-être pour ça qu'il y avait ce vieux monsieur qui t'a fait une sorte de bain à base de mixture de plantes. Ça se fait beaucoup en Afrique subsaharienne. Chez nous, par exemple, lorsqu'il y a une naissance de bébé, moi je me souviens, j'avais une petite protection que ma grand-mère faisait de son vivant, que je gardais avec moi quand j'étais petite. C'est fait à base de mes cheveux, les premiers cheveux qu'on coupe, parce qu'il y a aussi ce genre de cérémonie à Madagascar. On en garde un peu, et donc les premiers cheveux que ma mère a coupés, ma grand-mère, elle a fait une sorte de prière avec ça, une sorte de rituel pour me protéger, pour éloigner en fait toutes ces choses assez cheloues là, les mauvais esprits, etc. et tout. Donc chez nous, ça se fait, ça s'appelle chambuna, chambungu. Pour protéger les enfants, c'est ça, on coupe ses cheveux. Et c'est une sorte de aoudi loulou, ou de médicament pour éloigner les fantômes et les mauvais esprits. Donc je sais pas si ça se fait chez vous en Guinée, mais en tout cas à Madagascar, ça se fait beaucoup. Et je pense que c'est pour ça que le vieux monsieur vous a lavé avec les trucs de plantes. Mais souvenez-vous, en tout cas pour les animistes et les polythéistes qui y croient, et même, il y a des monothéistes qui aiment essayer de nouvelles choses ou qui n'ont pas de problème avec les croyances animistes et polythéistes, essayez ça aussi de protéger vos enfants quand ils sont bébés, parce que on ne sait jamais, même quand vous sortez la nuit et que vous emmenez votre bébé, des fois ces choses-là se collent à votre bébé ou à vos enfants. C'est pas pour vous faire peur, c'est des cas très très rares. Mais chez nous, c'est pareil. Passer une certaine heure, lorsque le soleil se couche déjà, on évite vraiment d'emmener nos nouveau-nés dehors. Ou alors, quand on les amène, avant qu'on retourne à la maison, on brûle un tissu noir qu'on tourne 7 fois autour du bébé, en fait, pour éloigner ces mauvais esprits. Donc, à mon avis, à mon humble avis, n'étant pas une fin connaisseuse, mais bon, en voyant un peu les rituels qui se pratiquent ici et là chez moi à Madagascar, à mon humble avis, c'était ça en fait. Peut-être que tes parents, ou peut-être que ça ne se fait pas non plus en Guinée, on ne sait pas, mais peut-être qu'ils n'ont pas mis une protection sur vous, ou peut-être que avant de construire sur ces terrains-là, tes parents, ils n'ont pas demandé aux propriétaires de terrain, peut-être parce que ça ne se fait pas chez vous, je ne sais pas, à toi ou à vous, originaire de la Guinée, de dire en commentaire quelles sont les pratiques chez vous. Est-ce que vous faites une prière avant de construire sur un terrain ou pas? Quelle est votre tradition? Donc vous me direz en commentaire, vous nous direz en commentaire pour qu'on sache. Donc ensuite, par rapport aux sorciers qui se transforment en animaux, chez nous, j'en ai jamais entendu parler. Peut-être que ça existe, je ne sais pas. De toute façon, il y a ceux qui y croient à ce qu'on aborde sur cette chaîne et ceux qui n'y croient pas. Mais c'est vraiment creepy. Moi, franchement, j'oserais vraiment pas taper sur un animal quelconque. Encore moins un chat. Déjà, j'en ai un. Donc, je n'oserais pas le faire. Et souvenez-vous, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur vos superstitions insolites et glauques, il est dit, je sais plus dans quel pays, il est interdit de frapper sur les animaux, surtout la nuit au Maroc, il me semble, et aussi aux Antilles, parce que des fois, ce ne sont pas des animaux. Des fois, ce sont des êtres humains ou des esprits qui prennent la forme d'animaux. C'est pour ça qu'il faut éviter de les frapper.
Donc apparemment, c'est le voisin. Après là, j'ai pas vraiment mon mot à dire, je suis assez mitigée. Moi perso, je ne taperai pas sur un chat ou sur un monsieur qui prend la forme d'un chat parce qu'on sait jamais ce qui peut nous renvoyer après, quoi. Parce qu'il y a des gens vraiment mal intentionnés et n'attirant pas les mauvaises choses sur nous, quoi. J'aimerais pas tomber sur ce genre de choses, quoique ma curiosité me pousserait vraiment à voir si c'est vrai ou pas. Genre, voir quelqu'un qui prend la forme d'un animal, j'aimerais bien voir. Bon, faut que j'arrête moi, et ma curiosité là, ça va m'apporter des choses pas très cool si je continue comme ça. Donc ensuite, mon autre avis, et je crois que je vais en arrêter là, par rapport à cette fille que ta mère a recueillie chez vous et qui a fait de la sorcellerie. Déjà, demander à un sorcier de te faire une sorte de rituel pour attirer les hommes, je déconseille fortement, ça ne se fait pas. Sans vouloir vraiment juger, hein, ça c'est mon avis, à vous de vous faire vos avis, pour ceux qui y croient, hein, et même pour ceux qui n'y croient pas, à vous de vous faire vos avis dans les commentaires, mais tout en restant bienveillant, toujours. Hein. À mon avis, c'était pas un sorcier avec une certaine éthique bienveillante, selon moi. Il n'y a pas. Tu ne fais pas ce genre de choses. Tu ne fais pas... Parce que c'est pas naturel. Tu as une sorte de charme sur toi pour attirer des hommes, mais c'est un envoûtement, c'est pas naturel. Je veux dire, si tu veux qu'un homme t'aime, n'use pas de charme, n'use pas de sort, n'use pas de gris-gris. Si ça doit se faire, ça se fera naturellement. Et le fait que, en entrant à l'église, ça s'est retourné contre cette femme, c'est encore la preuve que c'est quelque chose de mauvais ce qu'elle a fait. Parce que, encore une fois, et je persiste à le dire, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, il y a ceux qui sont d'accord avec moi. La sorcellerie, pour moi en tout cas, et pour ceux qui sont d'accord avec moi, n'est pas quelque chose de mauvais. En fait, la sorcellerie est neutre. Et c'est la personne qui pratique ça en fonction de son éthique, de sa morale, qui la rend mauvaise ou bonne. Et pour moi, à mon humble avis, ça reste mon avis qui n'engage que moi, la sorcellerie a été, entre guillemets, rendue péjorative. On n'a que son acception péjorative. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ça peut être un guérisseur, ça peut être un sorcier. À quelques différences près, ce sont deux choses qui ont des similitudes. Donc moi, ce sorcier, à mon avis, lui, il joue avec des forces pas très entre guillemets, catholiques. Enfin, il joue avec des forces du mal. Normalement, la croyance polythéiste et animiste tolère les formes de croyance monothéiste. En fait, ce sont des choses qui se conjuguent quand c'est pour le bien. Mais le fait que lorsque la personne elle a mis les pieds à l'église et que ça s'est retourné contre elle, c'est la preuve que c'est quelque chose de mauvais en fait. Ne paniquez pas, c'est juste mon chat Maïcha qui est, voilà. Donc elle fait sa life. Mais en tout cas, je suis contente d'apprendre que maintenant tout va bien, que tu n'as plus ces genres de forces qui te suivent. Ta cousine, ou en tout cas la fille que ta mère a élevée, s'en sort maintenant, s'en est sortie un peu. Mais malheureusement, elle a ramassé la monnaie de sa pièce parce que la magie a un prix, la sorcellerie a un prix. Il y a aussi la loi du triple retour, hein, donc ce qu'on fait nous revient en 3 fois pire. Donc je pense que c'est ce qu'elle a ramassé parce qu'il y a des choses... Ne faites pas des choses que vous pourrez regretter, guys. Parce que elle, quand elle est allée voir ce sorcier, elle a pensé que non, de toute façon, je le fais pour moi, c'est pour mon bien-être à moi, ça va nuire à personne. Mais non, en fait, parce que là, tu l'as fait en plus pour attirer plusieurs hommes qui peut-être n'avaient pas d'œil pour toi. Mais donc voilà, je suis contente et ravie que ça va mieux pour tout le monde. Morale de l'histoire, guys, ne faites pas quelque chose si vous ne pouvez pas mesurer le pour et le contre et si vous ne maîtrisez pas les tenants et les aboutissants. Faites toujours le bien autour de vous. Si c'est quelque chose pour vous protéger, là c'est bon. Pour vous protéger des mauvaises intentions, des gens que vous avez en face de vous, des gens autour de vous, là c'est différent parce que là vous vous protégez. Mais si c'est pour faire du mal à autrui, si c'est pour attirer des hommes, moi, franchement, ce genre de choses, ça peut marcher un temps et tout, mais ça va toujours se retourner contre vous. Donc, ne faites pas ça. Que vous soyez un mec ou une meuf, hein, ne le faites pas. Mais en tout cas, you guys, vu que Maïcha a décidé de foutre le bordel là, je vais arrêter cette vidéo ici. J'espère que ça vous a plu, que vous avez eu votre dose de frayeur. Et j'ai hâte de vous retrouver, je sais pas quand, la semaine prochaine ou la prochaine fois, je sais pas, on verra. Je laisse planer le doute. Mais si cette vidéo vous a plu,
vous savez déjà ce qu'il vous reste à faire. Commentez, likez, partagez la vidéo au maximum, agrandissez notre famille pour qu'on soit de plus en plus nombreux, des personnes qui sont éveillées. On dirait que je suis la gourou d'une secte, n'importe quoi. Mais d'ici là, prenez soin de vous, fermez vos portes et vos volets et surtout, ne faites confiance à personne. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao! Et encore une fois, bonne année! Mouah. Bye!